ici, c'est intéressant aussi de comparer les latino-américains qui se décrivent, qui s'identifient au recensement, donc la question que je vous ai montrée tout à l'heure. Donc ça veut dire que ce n'est pas tous les gens nés en Amérique latine qui vont se dire latino-américains, hein, et vice-versa. Je peux être né au Québec et m'identifier au recensement en cochant latino-américain parce que je me sens latino, parce que mes parents, ou peu importe, hein, et je peux être... Peut-être je suis né en Amérique latine, mais le moment venu de cocher, je veux dire blanc. Et en fait, un tiers des gens qui sont nés en Amérique latine vont cocher blanc. Donc, ça veut dire que ce groupe que je suis en train de vous montrer ici, ça correspond à une façon, à des gens qui veulent se dire latino-américains de façon ethnique ou identitaire, ou ancestrale en termes donc de leurs racines. Alors, si on les compare à l'ensemble de la population qui coche quelque chose sauf blanc. Donc, c'est ça ce que je vais appeler population minoritaire. Hein, les gens qui, au lieu de lire blanc, vont dire autre chose. Hein, la liste que je vous ai montrée tout à l'heure dans le questionnaire. Et là, on va voir des choses assez intéressantes. Par exemple, encore une fois, les latino-américains sont une population plus récente que la moyenne des populations minoritaires du Québec. Les latino-américains viennent surtout, et de plus en plus, ça c'est important, de plus en plus sous la filière économique. Alors, quand vous voyez immigrants économiques, j'ai pris un groupe d'âge justement pour, si vous voulez, sortir du calcul les gens plus âgés qui sont venus dans des vagues migratoires qui étaient plus marquées par l'asile politique. Alors, à ce moment-là, nous avons tout de même 45% donc, de ces latino-américains qui sont arrivés comme immigrants économiques. Mais il faut aussi compter leurs enfants et leurs conjoints, donc ça fait une majorité de ces immigrants-là. Mais on est un peu en bas, en dessous de la moyenne pour les populations minoritaires non blanches québécoises en général, mais ça s'explique en partie par le poids des personnes colombiennes qui sont arrivées sous le programme d'asile politique. Hein. Là, il y a tout un pan dont je ne veux pas vous en parler maintenant, on pourrait revenir sur ces questions. Ça change un petit peu justement un peu la dynamique pour cette population diasporique en particulier, celle d'origine colombienne, mais dans l'ensemble, nous avons quelque chose qui rejoint assez nettement ce qui se passe pour l'ensemble de la population minoritaire. C'est la même chose au niveau du diplôme ou des diplômes post-secondaires. Donc la population latino-américaine n'est pas moins éduquée. Gardons ça dans l'esprit, parce que l'un des préjugés, on verra, c'est les latinos sont un peu moins éduqués que les autres. La population latino-américaine est aussi diplômée, scolarisée que le reste de la population minoritaire, notamment celle issue de l'immigration. Par contre, on constate des choses. Et c'est un peu le point de départ de ce qui motive un peu mes recherches actuelles, c'est la question, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le chômage est plus important chez les latinos que pour la moyenne des groupes minoritaires? Quand on dit groupe minoritaire, au Québec, ça veut dire les 4 groupes minoritaires les plus importants sont j'emploie les mots du recensement. Ce n'est pas moi qui applique ces termes-là. Le recensement du Canada dit que nous avons, surtout au Québec, 4 grands groupes minoritaires, ou comme on les a appelés très longtemps, minorités visibles, dans le sens que ça se constate dans les interactions de tous les jours, et qui peuvent donner lieu à la discrimination, bien sûr. C'est les latino-américains, les noirs, les arabes et les chinois. Ce sont les 4 façons dont Statistique Canada va nommer les 4 principaux groupes minoritaires du Québec. Alors, si on prend ces groupes-là, plus d'autres, et on en fait ce que j'appelle la population minoritaire, nous constatons que les latinos, ça va un peu moins bien en termes d'accès au marché du travail. Plus de chômage, et on gagne moins aussi. Et la fréquence du faible revenu, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est une sorte de manière que Statistique Canada nous propose pour saisir la pauvreté, c'est-à-dire les gens qui gagnent en bas d'un seuil. Voyez, 23%. 23% des gens qui s'identifient comme latino-américains dans leur recensement au Québec sont sous le seuil du faible revenu, c'est-à-dire une forme de pauvreté au niveau de
de la capacité d'avoir accès à des ressources matérielles, alors que c'est moins de 15% pour la population minoritaire, et je vous rappelle, incluant les personnes arabes, les personnes noires et les personnes chinoises. Donc ça veut dire, on a une population qui est censée avoir des affinités culturelles, qui est censée avoir un niveau d'éducation qui a un niveau d'éducation similaire aux autres groupes, et pourtant, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui bloque. Et c'est un peu là que je me pose la question. Alors, rapidement, on ne va pas regarder les données une par une. Tout simplement, j'ai fait des études de cette nature-là. Donc, c'est un peu le type d'analyse que je développe dans mes recherches. Latino-américains, totale minorité visible, comme on les appelle. Les non-minoritaires, donc les blancs, ceux qui ne cochent aucune case minoritaire. Et là, je fais justement le revenu, par exemple, ici, revenu moyen pour les hommes, en tant que par rapport aux 100%, par exemple, ici, minoritaires comme pourcentage des personnes non minoritaires. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On va gagner 66% du salaire des hommes blancs, ce type de calcul, et je compare souvent le Québec et l'Ontario. Ce n'est pas pour faire du Québec bashing, ce n'est pas pour dire « Ah, mais c'est toujours pire au Québec, il faut déménager en Ontario », mais il y a une réalité qui interpelle, qui vient nous chercher, qui vient finalement nous obliger à nous poser des questions sérieuses. Qu'est-ce qui se passe au Québec que les Latino-Américains n'arrivent pas à avoir un revenu qui correspond aux paramètres qu'on peut trouver pour d'autres populations minoritaires ou issues de l'immigration. Il y a donc un blocage qui se produit quelque part. J'ai fait des analyses pour les femmes, bien sûr, aussi. Les femmes sont, si vous voulez, j'appelle ça, c'est un peu, ça va de soi, on connaît bien cette situation. Les femmes sont doublement pénalisées, c'est-à-dire, une femme latino-américaine gagne moins au Québec qu'en Ontario, et une femme latino-américaine gagne moins au Québec qu'une femme minoritaire au Québec. Donc, quelque part, disons, quand on fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec le terme, ça vient de la sociologie, ça vient des études universitaires sur les questions ethniques, l'intersectionnalité. Essentiellement, ça veut dire, le cœur de la chose, c'est de voir comment il y a des diverses variables qui vont converger pour faire de certains groupes justement un objet de plus grande exclusion sociale ou discrimination ou quelque chose qui va faire en sorte que déjà des effets qui sont délétères envers un groupe, par exemple les immigrants, quand on va rajouter la variable genre, c'est-à-dire on va dire, bon, séparons l'analyse en termes d'hommes et de femmes, on va voir que les femmes, encore, sont donc doublement, parfois triplement pénalisées. En fait, j'ai fait une analyse où j'ajoutais donc cette idée de rajouter les niveaux de variables. J'ai pris les divers groupes minoritaires au Québec, j'ai divisé par hommes et par femmes, et ensuite j'ai ajouté les groupes d'âge. Donc j'ai pu identifier comme ça quelles sont les catégories, les groupes de la population québécoise les plus vulnérables. Et généralement, ce sont certains groupes de certaines populations minoritaires, toujours des femmes, et généralement plus âgées que la moyenne. Donc, si vous voulez trouver les gens qui sont moins bien dans la société québécoise, vous allez chercher les personnes noires, les femmes noires de 50 ans et plus, ou 55 ans et plus, et curieusement, et de façon encore une fois très, à mon sens, troublante, c'est que l'un des groupes les plus... j'ai fait comme une sorte d'échelle, et l'un des groupes qui se trouve en bas de toute cette échelle, c'est justement les femmes plus âgées d'origine latino-américaine. Donc encore là, il y a quelque chose qui fait en sorte qu'il y a une triple pénalité, l'âge, l'origine et bien sûr le fait d'être une femme. Donc voilà, donc c'est le type d'étude. Et là, j'arrive à vous montrer, on va passer assez rapidement, sur le sondage que j'avais mentionné au départ. C'est une enquête, donc on l'a appelée un peu de façon grandiose, parce qu'on voulait un peu susciter l'enthousiasme des participants. Première grande enquête sur la population latino-américaine du Québec. En fait, c'est vrai, c'est la première grande enquête qu'on a pu mener au Québec sur cette population en particulier.
Et on a pu avoir, il y a eu beaucoup d'appui de beaucoup d'organismes, d'institutions, même les consulats des pays latino-américains nous ont aidés avec leur liste de diffusion, etc. On a passé beaucoup par Facebook aussi. Et finalement, on a eu 1014 réponses valides. Ça, c'est immense. Il n'y a pas beaucoup d'études au Québec où on a tellement d'informations si précises, parce qu'on a posé beaucoup de questions sur l'identité, sur le travail, sur les relations interpersonnelles, sur le sentiment d'appartenance, sur le fait d'avoir été discriminé, etc. Donc une centaine de variables, fois 1000 cas. Alors vous voyez comment ça peut donner, il y a une richesse tout à fait, à mon sens, incroyable. Et bon, depuis plusieurs mois, dans ce qui me concerne, j'essaie un peu de tirer des résultats qui soient parlants aussi, parce que ce qui m'intéresse, c'est non seulement la recherche, parce que c'est beau de savoir, mais c'est aussi des réponses à des questions qui peuvent aider par la suite à corriger des problématiques sociales. Donc, au Québec, il y a ce que je viens de vous donner. Bien sûr, on peut le saisir en termes d'injustice sociale. Il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas nécessairement la faute à telle, la majorité, la société québécoise, le modèle d'intégration. On ne sait rien. En tout cas, c'est un débat qu'on peut faire, qu'on peut avoir. Peut-être on pourra en discuter tout à l'heure. Mais essentiellement, il y a un blocage. Il y a un blocage systémique qui se produit quelque part et en le dévoilant d'abord, on pourra par la suite peut-être se parler avec le gouvernement, avec les acteurs du secteur privé et trouver les mesures pour corriger tout cela. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, c'est, je pense que, si je me rappelle bien, j'ai 3 volets que je voulais vous présenter. Les latino-québécois et leur attachement et auto-identification et leur lien avec les pays d'origine et avec la diaspora. Donc, rapidement, quelques graphiques. C'est très éloquent par rapport à quelque chose que j'avais dit tout à l'heure. Quand on dit la question qu'on posait, justement un peu en se basant sur ce qu'on fait avec le questionnaire du recensement de Statistique Canada, si un organisme public vous demandait quelle est votre ethnicité, on voulait savoir qu'est-ce que vous répondez, qu'est-ce que vous mobilisez, qu'est-ce que vous renvoyez quand on vous pose une question sur votre ethnicité. Vous êtes ethnique d'une certaine façon? Si oui, comment quelle étiquette allez-vous appliquer? La majeure partie des répondants ont donné leur nationalité en disant, si on me demande quelle est mon ethnicité, je veux dire argentin. Mais on avait donné la chance de donner plusieurs réponses, donc ce qu'on appelle réponse multiple, c'est-à-dire je peux dire, oui, je réponds ma nationalité, mais aussi le fait que je suis latino-américain, mais aussi ma religion, mais aussi, vous comprenez. Alors, ça ne donne pas 100%, ça donne beaucoup plus, parce que, évidemment, les gens ont eu tendance à donner plusieurs réponses. Mais les réponses qui ont rallié le plus au consensus, c'est d'abord nationalité, mais c'est très important de voir qu'un tiers de nos répondants, donc une personne sur 3, a aussi mentionné l'Amérique latine comme étant son ethnicité. Donc déjà là, il y a quelque chose d'assez intéressant. Alors, vous allez me dire, peut-être je me suis attendu à voir plus que ça, ou moins que ça. Bon, ben justement, on a une donnée assez précise. Maintenant, posons-nous les questions d'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça nous indique sur l'identité de cette population? Ce qui est intéressant d'ailleurs, je n'ai pas ici, je ne voulais pas vous donner tous les tableaux, mais il y a des différences par nationalité. Je vous dis, vous en doutez, les Mexicains et les Brésiliens sont ceux qui ont moins tendance à s'identifier avec l'Amérique latine. Et là, vous savez, si vous êtes Mexicain ou Brésilien, vous savez pourquoi. Les Argentins plus ou moins, les Colombiens et Vénézuéliens sont très latino-américains dans leurs sentiments, peut-être parce qu'ils sont parfois des immigrants plus récents. Justement, il y a beaucoup de choses à explorer, parce que les nationalités, je fais beaucoup d'analyses, je ne l'ai pas fait pour la présentation aujourd'hui parce que je ne voulais pas vous compliquer la vie, mais j'ai toutes ces variables-là, toutes ces analyses-là, je les ai fait aussi par nationalité, pour voir si on a des choses qui convergent ou il y a des choses qui sont différentes en termes de, bon, je suis argentin, je suis mexicain, donc je pense ou je ressens l'identité de manière différente. Des choses que j'ai constatées, qu'on creuse encore dans les analyses, l'attachement à l'Amérique latine semble se renforcer chez les latino-américains qui ont une durée de résidence de plus de 15 ans
alors que l'attachement à la nationalité d'origine diminue. Alors je vous invite même, si vous êtes vous-même originaire d'Amérique latine, et ça fait longtemps que vous êtes ici, vous posez la question, est-ce que ça correspond un peu à mon vécu? C'est-à-dire, plus je passe du temps au Québec, moins je me sens en tant qu'étiquette identitaire, argentin, colombien, vénézuélien, chilien, et j'ai tendance à me dire latino-américain. Donc c'est un peu comme si j'accepte, j'adopte cette façon de voir plus englobante. Hein? Peut-être parce qu'on me renvoie ça, et à coup de me dire vous les latinos, je finis par dire nous les latinos. C'est peut-être ça. Mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'avec le temps, on a tendance à embrasser une vision plus latino-américaniste de notre identité, alors qu'en venant de nos pays, peut-être nous étions plus, bon, je suis colombien, point à la ligne, peut-être un peu latino, mais alors qu'ici, et c'est un peu ce que je vous disais, cette construction, cette émergence d'identité. On a constaté les gens visitent beaucoup leur pays d'origine, hein, très souvent, la majorité des personnes qui ont participé au sondage reviennent dans leur pays, sauf les Vénézuéliens. Mais là, encore une fois, vous savez sûrement pourquoi. Alors, mais justement, ce qui est intéressant, c'est quand on pose la question, est-ce que vous suivez ce qui se passe dans votre pays? Est-ce que vous êtes intéressé à suivre les événements sportifs, culturels, politiques? Massivement, les gens se sentent très connectés, y compris les Vénézuéliens. Donc, c'est pas parce qu'ils ne s'intéressent pas au Venezuela qu'ils ne reviennent pas visiter leur pays d'origine. C'est parce que c'est compliqué. Mais autrement, nous avons donc une population, comme je disais au tout départ, très attachée à garder ces liens-là. On ne les coupe pas. Ce qui est important, c'est extrêmement intéressant. Évidemment, vous allez me poser la question, est-ce que les gens du Maghreb sont un peu comme ça? Mais j'en sais rien. Ça vaut la peine peut-être un jour de faire la même recherche avec d'autres groupes immigrants. Moi, je pense que chez les Latino-Américains, en tout cas, c'est très important. Relation de famille, d'amitié dans le pays d'origine. Vous voyez là, le rouge foncé, c'est dire effectivement on garde que c'est très fort, très important, les liens d'amitié et de famille qu'on a gardés, qu'on a conservés par rapport à mon pays d'origine. Même chose, tout ce que, je ne sais pas si... bon, j'ai d'autres données que je ne vous ai pas montrées ici, que je ne vous montre pas ici, concernant l'envoi de cadeaux, voter dans les élections de mon pays d'origine. Donc, tous ces liens-là sont extrêmement forts en ce qui concerne cette relation avec mon pays d'origine. Mais c'est moins fort quand il faut s'identifier en tant que tel devant les autres de la société. Vous comprenez? Je reste attaché à l'Argentine, mais quand je fais mes affaires dans la vie quotidienne au Québec, je ne sors pas l'étiquette argentin. Là, je suis latino-américain s'il le faut. Donc, vous comprenez, il y a comme des dynamiques qui sont différentes. C'est important de tenter de saisir ces nuances-là. Relations sociales, c'est intéressant aussi. Les latino-américains disent, quand on leur pose la question à la majorité des gens avec qui vous interagissez dans le travail, dans la vie privée, généralement, ils vont dire toute origine locale, et c'est là qu'on voit la différence. Et encore une fois, c'est intéressant. Il y a beaucoup de liens forts au niveau de la vie personnelle avec des compatriotes, c'est-à-dire les gens de mon pays, mais même plus, on va dire, avec des latino-américains. Donc déjà, dans la vie personnelle de tous les jours, hein, l'idée d'une communauté latino-américaine qui dépasse, qui déborde mes origines nationales, c'est déjà quelque chose d'important. Je pense que là, on a les symptômes, si vous voulez, les indices de la création d'un sentiment de communauté panethnique, diasporique, au-delà donc des attaches nationales. Ici, c'est juste l'évolution, le temps qu'on a passé, et c'est un peu le même constat qu'on faisait tout à l'heure. Plus on passe du temps au Québec, dans le sens de durée de résidence, donc plus les années passent, plus la part des amitiés de mon origine diminue, mais les amitiés latino-américaines semblent se maintenir. Autrement dit, encore une fois, il y a ce sentiment que finalement, c'est par la langue ou par cette culture, on ne sait pas tout à fait qu'est-ce que ça veut dire, cette culture commune que nous avons, qu'on garde ce sentiment d'appartenance, mais surtout c'est peut-être cette volonté d'interagir avec des gens qui sont comme moi. C'est-à-dire, ce que je cherche dans des gens qui sont comme moi, ce n'est pas des gens qui ont ma nationalité, c'est des gens qui parlent ma langue, qui partagent une sorte d'héritage culturel.
Alors voilà une hypothèse que je lance, qu'on pourra aussi démontrer comme étant peut-être fausse ou erronée. Voilà, alors ça c'est la synthèse des choses que je mentionnais tout à l'heure. Je vais avancer plus vite maintenant pour arriver à l'autre partie. Ça c'est pour montrer, on a beaucoup fait d'analyses concernant le type d'emploi, satisfaction, ça c'est évaluation de la qualité de l'emploi. On a corrélé des choses assez intéressantes. Ça c'est le type d'emploi que vous avez. Et ça, c'est le niveau de satisfaction, on appelle satisfaction de vie. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est votre satisfaction par rapport à votre santé, votre vie sociale, votre lieu de résidence ou domicile, le gouvernement, la vie familiale et le travail. Et vous ne serez pas surpris d'abord de voir que quand vous avez un emploi à temps complet, je m'excuse, il y a des choses qui sont, il y a des diapositives qui sont en anglais parce que j'ai présenté ça ailleurs. Quand vous êtes employé à temps plein ou permanent, vous avez tendance à être plus content au niveau du travail, mais curieusement aussi, surtout les autres plans de la vie. C'est-à-dire, je suis, évidemment, d'un point de vue psychologique, on comprend ça, on peut voir la logique de la chose. Si j'ai un bon travail, je me sens bien, même au niveau familial. On peut dire, mais ça n'a pas de rapport. Mais oui, justement, c'est l'importance du travail pour la qualité de vie en général. La qualité de mes amitiés, la qualité de mon quartier, tout ça, ça passe ou non en fonction ou c'est affecté par le fait que je suis aussi content au niveau de l'emploi. Ça, c'est extrêmement important. Ce n'est pas dire, bon, il faut manger, donc il faut avoir un job, donc il faut avoir… Non, c'est avoir un travail qui correspond à ce que je sens comme étant ce que je mérite ou ce qui correspond à mes compétences, ça va affecter même mon attachement au Québec. On a croisé des choses et bon, vous allez voir, c'est un peu évident, mais c'est intéressant d'avoir les données statistiques pour le démontrer. C'est plus vous êtes content de votre travail, vous vous sentez reconnu, etc., plus vous êtes attaché au Québec et vice-versa. Alors, les gens qui vont dire « Ah, mais le Québec, c'est un pays difficile, fermé, etc. » Souvent, il y a une corrélation avec le fait qu'on a… Alors, évidemment, quelle est la cause et quel est l'effet? Je n'ai pas d'emploi parce que le Québec est fermé envers des gens comme moi, donc je suis mécontent et je n'ai pas une bonne job, ou c'est parce que, puisque je n'ai pas réussi justement à traverser ces barrières pour entrer dans le marché du travail, je commence à ressentir un peu évidemment de frustration, ça va de soi, mais peut-être à la limite un ressentiment par rapport à la société qui ne m'a pas donné ce que j'aurais pu avoir, peut-être la promesse qu'on m'a fait qui n'a pas été tenue, donc un sentiment d'avoir été, bon finalement, on ne m'a pas donné mon dû. Voilà. C'est intéressant de comparer, on a demandé des choses aussi fondamentales au niveau des valeurs comme vous croyez que les compétences, et, les talents ou l'effort est récompensé dans votre société d'accueil, dans votre société d'origine. Pas surprenant que les gens trouvent que dans leur pays d'origine, ça ne se passe pas bien. Il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas d'équité, il n'y a pas de reconnaissance du talent, on ne peut pas faire confiance aux gens, etc. Alors qu'au Québec, on est beaucoup plus porté. Donc ça c'est une image assez intéressante, c'est-à-dire une valorisation tout de même très positive, généralement, de la société d'accueil, de la société québécoise par les immigrants latino-américains. Les niveaux de satisfaction sont en général très bons, mais on a le problème que je vous ai indiqué tout à l'heure. Dès que vous avez des problèmes d'intégration socio-économique, tout devient beaucoup moins rose, je dirais même assez noir au niveau de ce sentiment d'appartenir à une société qui nous donne des chances, ainsi de suite. Voilà, je vais laisser ça de côté. On a fait la participation dans la société. Voilà, ça c'est un peu les constats que je vous ai résumés tout à l'heure. Une société qui marche, on a le sentiment que le Québec, tout de même, on peut se plaindre de plein de choses, le système de santé, et ainsi de suite, le gouvernement, mais essentiellement, les Latino-Américains, dans notre étude, sont très contents de vivre au Québec. Bonne nouvelle. Satisfaction dans la vie personnelle, très bien, sauf quand ça va mal surtout au niveau de l'emploi, et là, ça va mal, vers très, très mal, et alors à ce moment-là, il y a un problème majeur qu'il faut identifier. Et voilà l'importance de l'emploi. L'emploi est clé
je ne vous dis rien que vous ne savez pas déjà, mais encore une fois, parfois c'est important. Quand on va parler au gouvernement avec des chiffres en disant, bon, ce n'est pas juste un sentiment qu'on a, c'est des constats qu'on a pu faire. On a, dernier volet dont je vous parle, la question de la discrimination. On a posé la question, est-ce que vous avez vécu en tant que victime ou en tant que témoin aussi? On voulait un peu voir les deux façons de faire face à un geste d'intolérance. Alors, avez-vous été victime ou témoin d'une situation de discrimination ou d'intolérance dans votre pays actuel de résidence? Bon, et ça c'est la question générale, mais en fait au Québec, dans le cas qu'on a posé comme question ici, motivé par l'ethnicité, la religion, la langue, la nationalité, le genre ou l'orientation sexuelle. Et là, ce qu'on a, je ne sais pas si vous arrivez à voir, bon, et j'ai distingué ici hommes et femmes parce qu'il y a des différences assez intéressantes, mais on ne va pas s'attarder, évidemment, par exemple, la discrimination de genre, c'est surtout les femmes qui ont été victimes, même s'il y a des hommes qui ont disent avoir été victimes de discrimination de genre. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir, regardez, les deux premiers, c'est en tant que victime. Bleu, c'est victime. Alors, on a été, 20% de nos répondants ont été victimes de discrimination par ethnicité, mais plus fréquemment, ils ont été témoins de ce type de situation. Religion, presque jamais. Donc, ça parle un peu peut-être d'une problématique qui n'est pas la même pour d'autres groupes, évidemment, qui font face à beaucoup plus d'intolérance en fonction de leur religion. Par contre, on a été témoins aussi. On dit avoir vu des gestes de ces natures-là. Bon, les autres, évidemment, moins importants, mais intéressants peut-être à analyser, comme je disais, peut-être en comparant hommes et femmes, y compris la question de l'orientation sexuelle. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est montrer que là où il y a, ça se renverse, c'est-à-dire on a été plus victimes que témoins, c'est la question de la langue, c'est-à-dire la discrimination fondée sur la langue. Et là, c'est là qu'on a trouvé, c'est-à-dire on découvre rien qu'on ne connaît pas d'emblée, mais ça nous permet de constater, si vous voulez, la clé pour saisir pas mal des problématiques en ce qui concerne l'intégration des populations issues de l'immigration latino-américaine, c'est avoir été discriminé en raison de la langue. Et là, on a creusé, dans une autre étude, on a accueilli des témoignages plus qualitatifs, et là, on a vu effectivement que c'est la langue de façon très générale, donc la barrière linguistique, mais aussi parfois l'accent. Et l'accent comme un déclencheur de stéréotypes. Puisque je parle le français avec un accent hispanique, ça veut dire que tu es latino. Si tu es latino, et là, c'est là que ça fait circuler, comme je disais au tout départ, les imaginaires qui parfois proviennent d'ailleurs, notamment les États-Unis. Ah, ben, tu es latino, alors ça veut dire que... Et tout ce que j'appelle aussi, et j'arrive un peu à la toute fin, en vous montrant ça. Alors, encore un nuage de mots. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Bon. On a demandé aux gens, peut-être certains d'entre vous ont même répondu à ce sondage, c'était quels sont les principaux, dans vos propres mots, quels sont les stéréotypes et préjugés que vous croyez que la société porte à l'égard des latino-américains. Donc, c'était ce que les gens pensent, ce que les autres pensent d'eux. C'est un peu dire ça comme ça. Et ça, c'est un peu en fonction. Alors, vous voyez, éducation, le fait que, on va dire que nous sommes moins éduqués, que nous sommes imponctuels. Pas vrai. On a commencé à 2h pile, non? Machistes, drogue, mais il y a ce qu'on peut appeler les stéréotypes positifs. Fiesta, mais évidemment, le revers de la médaille, c'est la fiesta, c'est bon pour l'amitié, pour le fun. Mais quand il s'agit de confier une job importante, vous allez chercher le sympa, chaleureux fiestero, ou vous allez chercher celui qui est un peu plus plate, plus ennuyeux, mais qui dans l'imaginaire, correspond à l'idée d'une éthique du travail, disciplinée et tout cela. Donc, il y a ce problème, il y a la question de la langue, idioma, langue française, bon, voilà. On peut le voir aussi, ça c'est la liste. Éventuellement, si ces données vous intéressent,
il y a beaucoup de tout cela qui est disponible. Il y a des rapports, des études que j'ai déjà produites. Donc, essentiellement, la question de l'éthique du travail, le caractère, fiesta alegres, référence à ce qu'on peut appeler le capital humain, c'est-à-dire les compétences, notamment la question de l'éducation, la déviance sociale, drogue, violence, délinquance, etc., tout ce qu'on associe aux gangs de rue concernant les jeunes, et ainsi de suite, et la question du sexisme et de la sexualisation, aussi hypersexualisation des femmes. Hein, donc ce type de notion, évidemment le machisme, mais aussi l'idée des femmes sexy dans l'imaginaire de la latinité. Hein. Vous savez, c'est des problèmes qu'on a d'ailleurs ces deux derniers. Si ça affecte plus la dimension recherche d'emploi, ça affecte beaucoup ce qui se passe au niveau de la jeunesse. Hein. Dans les écoles, par exemple, la question du latino égale gang et filles latino égale... hein. Il y a des choses qui ont beaucoup d'impact négatif sur la façon dont ces populations se font traiter dans la vie quotidienne. Donc il y a beaucoup à tirer de cela. Ça c'est un peu le même type de... Ça c'est les moyennes pour les échelles de satisfaction. Et là ce qu'on a constaté, c'est qu'il y a une corrélation statistique immédiate, très très visible même. Dans le sens que pas besoin que je vous donne que je vous fasse les tests ici pour montrer que les gens qui ont vécu comme victimes la discrimination sont moins satisfaits, surtout, encore une fois. Si moi j'ai été discriminé en raison de la langue, après je suis moins satisfait du système de santé. Alors, c'est quoi le rapport? Mais c'est parce que je suis insatisfait, peut-être parce que j'étais peut-être discriminé à l'hôpital, bien sûr. Mais je vais être aussi insatisfait par rapport à l'action de la police ou à ce que le gouvernement fait, etc. etc. Donc, ça a un impact. On nous renvoie, on se dit « Ah, mais on ne te comprend pas. » On a entendu beaucoup de témoignages de cette nature-là. On ne peut pas te donner la job parce que quand tu réponds au téléphone, les gens se plaignent que ce n'est pas clair. Ou quand tu dis les choses, les gens nous ont dit c'est comme si j'étais stupide parce que je n'arrive pas à trouver le bon mot. Ou on va pas dans les meetings, on ne va pas m'adresser à parole parce qu'on dit de toute façon, tu comprends. Ou on va m'expliquer ça lentement parce que je suis lent. Alors, toutes ces associations qu'on fait avec les habiletés intellectuelles associées à la langue. Hein? Alors, une fois, deux fois, trois fois dans la vie, ça mine mon estime de soi et ça a des impacts justement sur, après ça, je pense que même la société est mauvaise, le gouvernement est mauvais, les gens sont méchants, etc. Eh bien, ça peut être le cas dans beaucoup de situations. Mais je veux dire, ça rend le tout beaucoup plus, la perception subjective beaucoup plus négative. Donc, ça affecte aussi la façon de penser comment les latino-américains sont perçus, et ainsi de suite. Donc, je conclus ce que je voulais vous présenter avec, c'est un peu un retour sur ces idées-là. Nous avons une population dont les conditions objectives et subjectives sont favorables. On va dire affinité culturelle, les gens aiment les latinos, la musique, la cuisine, on fait le tourisme, on apprend l'espagnol. Donc les Québécois, en général, sont super. Il n'y a pas de problème avec les latinos, en principe. Et pourtant, il y a ce qu'on va appeler des décalages par rapport au capital humain. J'arrive avec un tas de choses, de capacités, d'habilités, de compétences, d'expériences, et on va me donner une job en dessous de tout ce que je peux faire et offrir à la société. Il y a quelque chose qu'on peut appeler une communauté diasporique. On garde des liens forts, mais il y a quelque chose qui commence à se dessiner au niveau de ce sentiment de faire quelque chose, de constituer un ensemble culturel, linguistique, on ne sait pas tout à fait quoi, et bien sûr la question de la discrimination qui passe par la barrière linguistique, mais ce n'est pas que la langue, ce n'est pas juste le fait de ne pas parler le français parfaitement, c'est qu'en le parlant d'une certaine façon, on sera un peu comme catégorisé, qualifié comme étant moins bon au travail, moins bon à l'école, et on va par la suite l'associer à des stéréotypes qui, eux, sont nourris par tout ce qui se passe à l'échelle plus large du continent. Et c'était un peu aussi l'importance de saisir ce qui se passe juste à côté de nous, les États-Unis. Le discours anti-latino aux États-Unis, en croissance, a monté depuis quelques années, vous le savez très bien. Et il y a
plein d'études qui se font maintenant sur l'effet de l'accent, par exemple, à l'embauche. Il y a des études très fines où on va voir qu'on peut prouver qu'en écoutant un candidat, par exemple, à qui on fait l'interview pour un poste quelconque, juste le fait que, même si la langue, l'anglais aux États-Unis ou au Canada anglais, le français au Québec, c'est tout ce qui a été dit, le contenu est parfait, l'accent, ça déclenche chez l'interlocuteur, celui qui écoute, qui est d'ici, des réactions peut-être implicites, peut-être inconscientes, en se disant « il n'est pas si bon que l'autre hein ». Et c'est juste une question donc très très minime en ce qui concerne l'essence de ce que ça peut être un bon travailleur par rapport à un poste. Voilà. Alors c'est sur cela que je conclue. Voilà, merci.